Join Sid for this edition of It's Supernatural. Sur It's Supernatural, les ovnis sont-ils réels? Un ancien chef de branche du département des missiles guidés dit oui. Découvrez la vérité choquante derrière les ovnis, d'où ils viennent et quel est leur plan de la fin des temps. Bonjour, c'est Trott ici. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. Les ovnis sont-ils réels? Je veux dire, c'est sûr, la Bible en parle. Ce sont des ovnis impliqués dans la prophétie biblique de la fin des temps. Pourrait-il être une des pièces d'un puzzle qui nous a manqué? Mon invité, Chuck Missler, dit oui. Il est diplômé de l'Académie navale et ancien chef de branche du département des missiles guidés. PDG de 6 sociétés publiques. Dans 4 des 6, il était hautement classifié au ministère de la Défense. Chuck Missler, vous l'êtes à mon avis, et j'ai le droit de le dire. Vous êtes un merveilleux professeur de Bible, si renommé. Êtes-vous un peu meshuga? Pourquoi parlez-vous d'ovnis, de soucoupes volantes? Moi, je ne comprends pas bien. Tout d'abord, j'apprécie les encouragements en question, mais j'en suis vraiment arrivé à ce sujet à cause de mon amour pour la Bible. Il se trouve que je suis issu d'une formation en sciences de l'information et que toute ma carrière de 30 ans dans la communauté stratégique me donne peut-être une perspective un peu différente de celle que la plupart des gens auraient sur ce sujet. Mais je veux l'indiquer d'emblée que c'est mon intérêt biblique qui m'a amené dans ce domaine plutôt que mon expérience en haute technologie. Même si cela s'est avéré être le cas et que mes relations avec le ministère de la Défense m'ont été très précieuses. C'est donc l'une des raisons pour lesquelles je me trouve moi-même dans cette posture particulière. Mais ce n'est pas vraiment le cas. En d'autres termes, il a beaucoup d'expérience, beaucoup de connaissances de la communauté du renseignement, ce qui l'aide à rassembler beaucoup de choses dont nous allons parler. Mais il dit que c'est son amour pour la Bible qui le motive vraiment en ce moment. Vous avez donc trouvé un verset controversé dans Genèse 6 qui a à voir avec une prophétie selon laquelle Jésus a dit « Je commence par Jésus » et dans Matthieu 24, il donne à 4 disciples un briefing intérieur sur un deuxième à venir et dans ce briefing, il fait une remarque très étrange. Il dit que comme les jours de Noé étaient, ainsi seront les jours de la venue du Fils de l'homme. Maintenant, beaucoup de gens présupposent qu'il voulait simplement dire que c'était à cause des affaires habituelles. Et ainsi, quoi qu'il en soit, le fait est que nous devons comprendre à quoi ressemblaient les jours de Noé afin de comprendre ce qu'il disait. Ce qui nous amène à Genèse 6. Et lorsque vous sautez dans Genèse 6, vous découvrez rapidement que très peu de séminaires enseignent ce que dit réellement ce passage. Et donc, dès que vous entrez dans Genèse 6, vous devez comprendre que les 2 premiers versets ne forment qu'une seule phrase et qu'ils traitent de ce qui se passe étrangement entre les anges déchus produisant des hybrides avec les humains, et c'est ce qui était si inconfortable dans les premières années de l'Église. C'était la compréhension des premiers rabbins, c'était aussi la compréhension de l'Église primitive qu'elle avait affaire à des anges déchus cohabitant avec des femmes humaines et produisant une étrange progéniture hybride. Mais quand on arrive vers le 5e siècle, c'était une posture très inconfortable. Alors ils ont concocté ce qu'ils appellent les lignes d'argumentation de Seth. Et c'est ce qui est enseigné dans la plupart des séminaires. Une des choses que je découvre, c'est que beaucoup de gens qui sont des produits de la plupart des séminaires n'ont pas appris cela. Il y a différentes perspectives dans Genèse 6, et c'est la version littérale et étudiée attentivement de Genèse 6 qui commence à soulever le brouillard sur toutes ces questions. Maintenant, parlez-moi du mot « néphilim ». Qu'est-ce que cela signifie? En hébreu, cela signifie « les déchus », et c'est le terme utilisé. Ne confondez pas cela avec les anges déchus. Les anges déchus, selon Genèse 6, ont cohabité avec des femmes humaines pour produire une progéniture hybride qui est appelée en hébreu les néphilim. Dans la version Septante de l'Ancien Testament, la traduction de l'Ancien Testament en grec, ils utilisent le mot « gigantis », qui est traduit par géant, et ils se sont avérés être des géants, mais ce n'est pas ce que signifie le mot. Le mot signifie en réalité en grec le nez sur terre, et donc du point de vue grec, ils sont nés sur terre, et du point de vue hébreu,
ce sont ceux qui sont déchus. Mais de toute façon, il désigne un hybride. Et cela faisait apparemment partie du plan de Satan de contaminer la lignée messianique. Mais le but du déluge était de se débarrasser de ceux-ci. Exactement, vous avez mis le doigt dessus. Si vous étudiez le verset 9 de Genèse 6, il parle de Noé. Il dit que sa généalogie était intacte, sans tache, et apparemment c'était un distinctif dans ce sens. Il n'était peut-être pas le seul sans tache, mais le fait qu'il était sans tache le qualifiait pour ce que Dieu allait faire entre autres choses, mais le fait est que ce que Dieu avait choisi de faire était de sauver 8 hommes dans l'arche et d'effacer le tableau noir, pour ainsi dire. Ok, mais si le tableau noir a été effacé, alors nous n'avons pas à nous tromper avec eux aujourd'hui, s'ils ont tous été détruits. Sauf que Genèse 6, verset 4 dit qu'il y avait des Néphilim sur terre à cette époque. Et aussi après cela, nous découvrons que beaucoup de bons érudits de la Bible ne comprennent pas les événements ultérieurs de l'Ancien Testament en ne réalisant pas que cela s'est produit à nouveau, lorsque, dans Genèse 15 et Genèse 17, Dieu confirme l'alliance avec Abraham. Il dit à Abraham que lui et ses descendants seront absents pendant 400 ans. Mais après 400 ans, ils vont revenir. Ce qui a fait comprendre à Satan, qui écoute évidemment, qu'il avait 4 siècles pour poser un champ de mine. Et c'est pourquoi, lorsque Moïse entre dans le pays et qu'il envoie son Kadesh Barnea, il envoie les 12 découvreurs, si je peux les appeler ainsi, pour qu'ils reviennent et disent dans Nombre 13, verset 33, qu'il y avait des Néphilim sur la terre. Donc c'est arrivé encore une fois. Retenez cette pensée. Saviez-vous qu'une douzaine d'astronautes ont signalé des ovnis? Ne partez pas, nous sommes de retour après ceci. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Chuck Mistler. Et Chuck, tant d'astronautes signalent des ovnis, mais l'un d'eux était incroyable. Cet astronaute John Blea, un radio-amateur, a en fait compris ce qu'il disait. Et en fait, une image vaut 1000 mots. Jetons un coup d'œil à cela. Maintenant, le libellé est le suivant. Houston, c'est Discovery. Nous avons toujours le vaisseau spatial extraterrestre en observation. J'ai une question pour vous. Pourquoi y a-t-il tant de désinformation? Pourquoi y a-t-il tant de dissimulation? Je veux dire, lorsque les astronautes signalent des ovnis, quelle est la raison, à votre avis, de la désinformation, de la dissimulation? Je suppose, comme la plupart des gens, qu'il s'agit d'un des grands mystères du monde. C'est dans tout ce domaine que tous les gouvernements, mais surtout les États-Unis, d'autres pays commencent à divulguer ces informations. Mais aux États-Unis, il y a une tentative délibérée de cacher ce domaine, et c'est probablement le plus grand mystère. Le plus important est celui de Roswell. Pourquoi l'incident de Roswell en 1947 bénéficie-t-il d'un niveau de classification plus élevé que les ogives les plus sensibles? Vous êtes de la communauté du renseignement. Vous devriez bien me dire que cela n'a aucun sens. Je suis d'accord, et c'est un mystère. Je n'ai aucune idée de la raison pour laquelle ils le font, mais il est clair que 2 présidents et 4 membres du Congrès ont été incapables de briser la sécurité qui entoure l'incident de Roswell. Pourquoi? Cela s'est produit il y a 60 ans, et c'est évidemment le mystère. Il y a toutes sortes d'histoires bizarres qui sont sorties de cette expérience. Mais le vrai mystère pour moi est de savoir pourquoi c'est classifié. Pourquoi le gouvernement le cache-t-il? Et je n'ai aucune conjecture. Je pense que ces conjectures sont tout aussi folles que les autres conjectures. D'après vos cassettes, cette dissimulation était très inhabituelle parce qu'une trentaine de journaux l'avaient rapporté en 1947. Et puis, juste immédiatement après, que s'est-il passé? Oui, Blanchard, le colonel de la base, quand l'affaire de Roswell est arrivée, c'était la première fois qu'un communiqué de presse avait été publié selon lequel une soucoupe avait atterri.
et ainsi de suite. En quelques heures, à 400 miles de là, le général de brigade en charge de l'armée de l'air a annulé ce communiqué de presse et a raconté qu'il s'agissait d'un ballon météo. Et cela a commencé toute une série d'histoires de dissimulation les plus stupides. Il y a eu une séquence d'abord. C'était un ballon météo qui ne volait pas. Il y a eu plusieurs communiqués différents l'un après l'autre. Et pour la communauté, c'était presque insultant parce que les histoires de dissimulation sont si vides, si stupides et si ridicules. Qu'en est-il de cette nouvelle technique d'imaging? Oui, c'est intéressant que pendant que le général de brigade Remy a fait son communiqué de presse annulant le communiqué de Blanchard, la presse a pris des photos et plusieurs années plus tard, il y a juste quelques années, un gars du nom de Johnson qui avait pris la photo, nous avons pu obtenir les négatifs et en utilisant une technique digitale avancée pour démêler certains mots qui étaient sur le mémo qui était dans la main de Rémy. Et il parlait des victimes et du disque qui s'était écrasé. En d'autres termes, cela ne s'appelle plus un avion, mais un disque. Un disque qui s'est écrasé et il y a eu des victimes, ce qui implique que les histoires ont toujours dit qu'il y en avait 4, dont 3 corps étaient morts et 1 était encore en vie. Ce sont des rumeurs non confirmées que nous avons entendues. Il s'avère que ce mémo, selon lequel il y a eu cette révélation, est considéré comme une évidence car il démontre que l'Air Force a toujours menti. Donc, ces ovnis défient les lois de la physique. Votre diplôme est en physique, je crois. Oui, ce sont les principes fondamentaux que nous voulons aborder. Je suis désolé, je présume beaucoup ici sur votre public, mais les ovnis ont 2 problèmes. Le seul problème est qu'ils sont tangibles. Ils le montrent sur plusieurs radars. Ils laissent des preuves physiques du sol brûlé et de la radioactivité, etc. Donc ils sont tangibles, ce ne sont pas des hallucinations. Les radars n'ont pas d'hallucinations. Ok. D'un autre côté, ils font des virages à angle droit à des vitesses incroyables. Ils arrivent vite à la vitesse du son sans les booms soniques. Ils font des choses qui semblent violer les lois physiques et pourtant ils le font. Ils sont physiques dans un sens et pourtant ils ne le sont pas dans un autre. Maintenant, l'autre domaine que nous devons simplement reconnaître, et c'est le domaine le plus difficile à rechercher, parce que non seulement à cause de tous les canulars et de tous les cinglés qui sont dans ce domaine, c'est à cause de la désinformation délibérée du gouvernement qui tente de cacher ce domaine. Mais la réalité est que Jacques Vall, un Français, et Jay Allen Hynek, un Américain, sont probablement les 2 premiers pionniers, les 2 chercheurs les plus réputés qui sont tous 2 arrivés à la conclusion que ces choses sont hyperdimensionnelles. Elles ne sont pas extragalactiques. C'est d'ailleurs une idée très fondamentale parce qu'il semblait opposé à ce qu'elles soient quelque chose. Mais le véritable problème est que nous avons affaire ici à un phénomène qui relie la réalité physique que nous comprenons et la réalité extérieure. L'une des choses que nous avons découvertes au cours des dernières années est que certaines constantes de la physique changent alors que nous pensions qu'elles étaient constantes. Et Scientific American John, en juin 2005, a publié un article dans lequel ils ont souligné que si les constantes de la physique changent, cela implique que notre réalité physique est en fait un sous-ensemble, l'ombre d'une réalité plus vaste. Et lorsque vous commencez à vous intéresser au domaine des ovnis, c'est une des autres démonstrations qu'il y a un aspect hyperdimensionnel à cela. Et en fait, d'après vos recherches, vous croyez que certaines des personnes dont le rapport selon lequel ils ont été enlevés est en fait vrai. C'est le côté le plus effrayant de tout ce domaine. Et probablement l'auteur classique dans ce domaine est le docteur John Mack, chef du département de psychiatrie de l'hôpital Harvard. Il a clairement écrit un livre sur tout ce domaine et il y a eu une conférence au MIT sur ce sujet qui dit qu'il y a un nombre énorme de personnes, certaines estimations le situent entre plus de 1% de la population, peut-être jusqu'à 3%, qui affirment avoir vécu une expérience impliquant d'être enlevés par ces véhicules. Et maintenant, leurs histoires sont trop bizarres pour être acceptées d'une part, et d'un autre côté, lorsque vous dressez le profil de ces personnes, elles ont un niveau d'intelligence supérieur à l'intelligence moyenne, aucun antécédent psychiatrique, ils n'ont été clairement pas sujets à un traumatisme grave et ne sont pas anxieux, ils essayent presque de cacher leurs histoires plutôt que de les révéler. Et leurs histoires sont similaires, c'est ce qui est étonnant. En fait, c'était le défi de Max lors de la conférence au MIT. Il dit que si ce que ces gens disent se produit ne se produit pas, que se passe-t-il?
parce que toutes ces histoires ont toutes les liens communs. Gardez cette pensée. Quand nous reviendrons, nous parlerons de la façon dont les ovnis sont liés à la fin des temps. Ne partez pas, nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Bonjour, c'est Trott ici avec Chuck Missler. Et Chuck, la seule raison pour laquelle vous êtes impliqué dans tout cela est que c'est un ingrédient manquant, quelque chose qui fait que personne ne regarde à la fin des temps. Ces ovnis, ces gens-là aujourd'hui, à votre avis, sont-ils des descendants des Néphilim? Je ne serais pas surpris, pas nécessairement en tant que descendant directement, parce que je pense que cela a été traité, mais en même temps, je soupçonne que les ovnis sont en fait un écho des temps modernes. Et c'est peut-être ce dont Jésus parlait quand il a dit que comme à l'époque de Noé, cela implique un parallélisme, et c'est pourquoi nous nous sommes intéressés à cela en premier lieu. Et si c'est vrai, nous pourrons le tester très simplement, parce que si nous avons raison, ces événements vont augmenter à mesure que nous nous rapprochons de plus en plus de ce que nous appelons la fin des temps. Ok, il y a une illusion là-dedans, je veux dire, ça m'a vraiment saisi quand vous l'avez expliqué dans mon émission de radio concernant Daniel. Oui, exactement, dans Daniel chapitre 2, nous avons la célèbre image de Nabuchodonosor. Et au fur et à mesure qu'il parcourt le mystère, le fer est mélangé à de l'argile. Et quand Daniel va expliquer ce qu'est l'argile, il se mêlera à la semence de l'homme. Maintenant, j'ai demandé aux experts de confirmer cela. Ils voient qu'il passe à un pronom personnel, mais cela doit être autre chose que la semence d'homme pour qu'il se mêle à cela juste grammaticalement. Cela conduit à une spéculation. De quoi parlons-nous ici? Une des possibilités est que nous avons affaire ici à quelque chose qui n'est pas la semence des hommes, à savoir les hybrides Néphilim. Et cela laisse entendre qu'il y aura une prolifération d'hybrides à la fin des temps, parce que c'est de cela dont parle Daniel. Donc, c'est un verset stupéfiant à traiter. Oui, vous parlez de la mission de Josué de détruire tous les gens dans des zones particulières sur lesquelles beaucoup de gens s'interrogent. Oui, quand vous lisez cela en tant que lecteur du Nouveau Testament, vous êtes choqué, parce que Dieu dit à Josué d'éliminer tous les hommes, femmes et enfants des 4 tribus clés. Et cela choque le lecteur du Nouveau Testament, parce que nous ne comprenons pas qu'il y a encore un problème de pool génétique. Nous comprenons que dans Genèse 6, le déluge de Noé concernait d'autres choses avec un problème de pool génétique dans la situation humaine difficile. Ce que nous ne réalisons pas, c'est que Satan avait de nouveau posé un champ de mine à Canaan. Non parce que lorsqu'il avait découvert par la révélation de Dieu à Abraham que ses descendants s'absenteraient et reviendraient après 400 années, qui ont donné à Satan 400 ans pour poser un champ de mine. Lorsque vous étudiez géographiquement le livre des juges, vous découvrez qu'ils n'ont pas suivi dans certaines zones pour effacer cette zone. Les endroits qu'ils ont manqués étaient un endroit appelé Bashan. Il y a d'autres zones, la partie centrale, que nous appellerions Judée et Samarie. Mais maintenant, cela s'appelle la Cisjordanie. Et il y a la 3e zone appelée Gaza. Et vous prenez du recul et vous réalisez que ces zones où ils ne parviennent pas à donner suite dans le livre des juges sont les mêmes domaines qui sont controversés aujourd'hui. Et vous commencez à réaliser qu'il y a ici un démon superposé à l'histoire humaine que nous devons comprendre. Et c'est ma prochaine question. À votre avis, parlons-nous d'extraterrestres venant de planètes étrangères ou parlons-nous de démons? Tout d'abord, je ne crois pas que même Jack Vale et J. Allen Hynek aient conclu qu'ils ne sont pas intergalactiques pour un certain nombre de bonnes raisons physiques. Nous pensons qu'ils sont hyperdimensionnels. Ils sont démoniaques. Ils font aussi semblant d'être quelque chose qu'ils ne sont pas. Cela signifie que l'un de leurs outils est la tromperie. Et cela nous donne donc une perspective de leur position biblique. Je crois qu'ils sont réels aujourd'hui et qu'ils sont démoniaques dans leur objectif fondamental. Et donc cela crée un danger pour quiconque n'est pas instruit dans ce domaine. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous l'incluons dans nos documents en termes de notre propre hygiène spirituelle.
Bien, il y avait plus d'une douzaine d'astronautes qui ont signalé des ovnis. Et un astronaute en particulier, son nom est le docteur Edgar Mitchell. Il a fait appel à ce que les fichiers soient ouverts. Jetons un coup d'œil à cela. Ce que je suggère, c'est qu'il est maintenant temps de mettre de côté cet embargo de la vérité sur la présence extraterrestre. Et j'appelle notre gouvernement à s'ouvrir comme d'autres gouvernements l'ont fait. Et vous entendrez parler ce matin, comme les Belges, les Français, les Brésiliens, les Argentins, les Mexicains, ils ont tous rendu public leur dossier. Il est temps maintenant que nous fassions la même chose et que nous fassions partie de cette communauté planétaire. C'est si étonnant pour moi, Chuck. Allons-nous ouvrir nos dossiers ou non? Et le fait même qu'il y ait une résistance est alarmant. Vous pensez qu'il n'y a rien à cacher? Dans ce cas, il l'ouvrirait. Donc, la question est de savoir si vous pouvez vraiment ne faire que spéculer. Vous ne faites qu'alimenter la spéculation sur la façon dont ils opèrent en gardant le secret. Ok, l'ancien président Reagan, vous me parliez d'une déclaration étonnante qu'il avait faite à propos des ovnis. Eh bien, cela pourrait être l'ingrédient qu'il faudra peut-être pour rassembler le monde. Mais du côté présidentiel, il y a eu 2 présidents qui ont essayé de briser la sécurité et n'y sont pas parvenus, et 4 membres du Congrès. Mais que va-t-il se passer lorsque le président des États-Unis dira que des ovnis ont envahi? Il va y avoir un gouvernement mondial unique, et je veux dire, nous sommes là dans la prophétie de la fin des temps. Il semble très facile de voir comment cela pourrait jouer un rôle majeur dans la préparation du terrain. Si nous comprenons le scénario biblique classique, et c'est une des raisons pour lesquelles vous, dans ce domaine, votre étude principale devrait être de comprendre ce que la Bible a dit depuis le début, c'est le destin de l'homme et l'histoire future des gouvernements. Et donc, pendant que nous regardons chaque jour cela, lorsque nous regardons notre journal et que vous voyez où va le monde, pas seulement dans cette région, mais dans tout l'horizon géopolitique qui converge, plus vous en savez sur votre Bible, et plus vous en savez sur ce qui se passe réellement dans l'horizon géopolitique, plus vous voyez la convergence dans laquelle nous plongeons dans le climat de l'histoire humaine. Sur la base de toutes vos études bibliques, toutes vos recherches, où se trouve l'Amérique en ce moment? Eh bien, l'Amérique est en grande difficulté. Vous et moi avons grandi, et je crois que c'est fini. La question la plus courante qu'on me pose lorsque je voyage, j'ai des séances en questions-réponses, c'est où en est l'Amérique dans la prophétie? Et tout le monde, tous les acteurs de la fin des temps dans l'eschatologie sont bien identifiés dans la Bible, et ils sont là. Eh bien écoutez, il nous reste quelques secondes dans cette émission. Nous ne savons pas quand la fin va venir. Nous ne savons pas le jour ou l'heure. Faites en sorte de recevoir Jésus comme votre Seigneur pour le connaître intimement. Laissez Dieu dire « Je veux être ton ami ». Il vous le dit maintenant.